Interface. C'est un magazine d'échange bilatéral. Mesdames et messieurs, vous êtes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est un numéro aussi spécial, un numéro qui se fonde sur un point de vue, une opinion légendaire. Nous recevons pour vous, cet après-midi, si vous voulez ce soir, le président de GED, journaliste en danger. Il s'appelle Chivis Chivwadi. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous vous occupez généralement d'abord des journalistes en danger. On va revenir sur cette question de conception. Mais d'abord, vous êtes passé pour la première fois. On vous a invité pour visiter notre bâtiment, visiter nos installations parce que vous êtes le chef de corps d'une bonne organisation qui s'occupe des journalistes en RDC. Nous avons besoin de vos impressions sur ce que vous aviez vu. Aussi vos conseils, parce que c'est sur base de ça que nous allons fonder nos convictions, et votre point de vue particulier sur ce qu'il nous reste à faire. D'abord, merci beaucoup de me recevoir. Je voudrais vous dire combien je suis honoré et même flatté d'avoir été invité à visiter cette maison, cette nouvelle chaîne de télévision. Et lorsque chez nous on dit, lorsque quelqu'un vous invite chez lui, cela signifie qu'il vous a en considération, peut-être même en estime. Très bien. Mais je pense aussi qu'au-delà de ma personne, c'est une reconnaissance pour Journalistes en danger, pour GED, pour le travail que modestement nous essayons de faire. Un grand pour travail, apporter, pour apporter un appui et un soutien à des confrères, aux journalistes en difficulté. Mais comme j'ai souvent l'occasion de le dire, en même temps que nous apportons cet appui, nous pensons que le travail, ou disons le combat pour la défense de la liberté de la presse que nous faisons, n'a aucun sens s'il n'y a pas des médias libres et indépendants, s'il n'y a pas des journalistes courageux et professionnels. Journalistes courageux, ça veut dire ceux qui savent prendre des risques. Des journalistes professionnels, c'est ceux qui connaissent les normes de la profession et qui les respectent. Et je ne vous flatte pas en disant qu'il me semble que vous répondez bien à ce profil d'un journaliste courageux, d'un journaliste professionnel. Et j'espère que à travers ce nouveau média, à travers votre chaîne de télévision, vous allez apporter un plus. Vous allez faire la différence dans ce monde de la presse. Merci beaucoup. Surtout de la presse congolaise, où je dois dire que qui est en quelque sorte en rupture de contrat de confiance avec le public des lecteurs, des auditeurs et même des téléspectateurs. Pour moi, apporter un plus, ça veut dire s'engager résolument dans l'information, se mettre au service de l'intérêt général et du bien commun, et non au service des individus. Et donc, franchement, je vous félicite encore une fois pour cet investissement, qui est un grand investissement, certainement, mais aussi pour le projet qui sous-tend cet investissement. Ça veut dire un projet, comme je l'ai dit, pour l'information, pour se mettre au service de l'intérêt général et du bien commun. Et vous pouvez compter sur notre appui et notre accompagnement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous recevons avec chaleur et reconnaissance l'ensemble d'avis. Et je voudrais aussi faire la réciprocité de reconnaissance parce que moi aussi j'ai été en danger. Et j'ai vu GED écrire dessus. Et GED impliqué, il faut le reconnaître. GED a été impliqué lors de mon arrestation. GED a été au four et au moulin. Et je vous dois cette reconnaissance. Je vous dois cette reconnaissance, mais que ce travail fait par moi ne se limite pas avec moi, qu'on soit élargi au niveau des autres confrères et consoeurs qui continueront à être arbitrairement en danger, en raison comme à tort. On peut toujours les assister de manière à ce que l'ensemble des difficultés qu'ils peuvent rencontrer ne soit pas un obstacle pour les métiers. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va vous poser la petite question de savoir c'est quoi GED, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures au sein de la corporation des journalistes. C'est quoi GED? Et GED s'occupe de quoi spécialement? Quel est son travail? En deux mots, commençant, je peux dire que c'est juste, nous sommes une association sans but lucratif, ce qu'on appelle une ONG, qui est dédiée à la défense de ce qu'on appelle la liberté de la presse.
Okay. La liberté de la presse qui est définie ici comme le droit d'informer et le droit d'être informé. Le droit d'informer concerne le travail du journaliste dans son activité quotidienne de rechercher, de traiter et de diffuser l'information. Et nous disons, dans cette activité, le journaliste doit pouvoir travailler en toute liberté, en toute indépendance et de ne pas être inquiété pour ça. L'autre versant de la liberté de la presse, c'est le droit du public à l'information. Nous pensons que le public a le droit d'être informé dans une démocratie au travers notamment des médias pluralistes, des médias libres et indépendants. Et donc le travail que nous sommes en train de faire, nous ne l'avons pas en fait inventé, nous ne le faisons pas sur un coup de tête. La liberté de la presse et de l'information, qui est une composante de la liberté d'expression et d'opinion, ce sont des droits qui sont reconnus dans notre pays, au travers notamment de la constitution de notre pays, je crois des articles 23 ou 24, et à travers une loi particulière qu'on appelle la loi de 96 qui en fixe les modalités. Et donc, notre travail en tant que GED, lorsque nous dénonçons les atteintes et les violations qui sont portées contre le travail des journalistes, c'est juste pour rappeler au gouvernement, au pouvoir public, leurs engagements qu'ils ont pris en incluant ou en mettant dans la Constitution ces dispositions qui reconnaissent et garantissent le travail des journalistes. Et donc, essentiellement, nous faisons le travail de monitoring. Ça veut dire essayer de surveiller sur l'ensemble du pays, grâce à un réseau de correspondants qui sont implantés dans les provinces du pays pour savoir, avoir des cas des journalistes qui sont menacés, qui sont agressés, qui sont inquiétés, qui sont même assassinés, ou des médias qui sont fermés. Et lorsqu'une fois qu'on a ces informations, nous faisons ce qu'on appelle des alertes pour dénoncer cela, comme je l'ai dit, pour rappeler au gouvernement ses obligations. Et à la fin de l'année, nous publions ce qu'on appelle un rapport sur l'état de la liberté de la presse que nous publions le 2 novembre de chaque année, parce que le 2 novembre de chaque année, on célèbre ce qu'on appelle la journée de lutte contre l'impunité des crimes contre les journalistes. Nous avons choisi cette date parce que nous pensons que l'un des maux dont souffre notre pays, en matière des droits de l'homme et de la liberté de la presse, c'est cette culture de l'impunité. Ça veut dire, comme je l'ai dit, c'est un droit qui est reconnu, mais il y a des individus qui se permettent, n'est-ce pas, de empêcher les journalistes de faire leur travail, qui se permettent d'attaquer des médias, de fermer des médias, d'interdire des émissions alors qu'ils n'en ont pas ni droit ni qualité. Et ils jouissent d'une totale impunité, parce qu'effectivement, dans notre pays, il y a encore beaucoup à faire en ce qui concerne la justice, pour que la justice soit effectivement indépendante, et que la justice puisse effectivement garantir les droits de tout le monde. Ça, c'est le travail de monitoring, si vous permettez, mais nous ne faisons pas que ça. Nous ne faisons pas que ça. Nous avons 2 ou 3 autres programmes que nous développons, mais qui vont tous dans le sens, justement, de soutenir ou de promouvoir cette liberté de la presse. Nous faisons ce qu'on appelle le plaidoyer. Okay. Des activités de plaidoyer pour la réforme du cadre légal d'exercice de la liberté de la presse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la liberté de la presse, elle est reconnue, garantie, y compris par des textes. Il y a la Constitution, mais il y a la loi de 96 sur les modalités d'exercice de ces libertés. Cette loi date de 96, vous voyez bien de quoi je parle. 96, c'est l'époque de la dictature, on va dire comme ça, de la dictature, oui. Ouais. Mais cette loi comporte un certain nombre de dispositions que nous considérons comme étant non seulement liberticides, mais aussi répressives, qui ne permettent pas aux journalistes, notamment les journalistes d'investigation, de faire correctement leur travail. Alors, notre travail, c'est de faire des plaidoyers pour que ces dispositions puissent être modifiées, que nous puissions avoir une nouvelle loi qui s'adapte non seulement à un contexte démocratique, mais qui s'adapte aussi aux évolutions technologiques. Parce que la question qui me venait dans la tête, Monsieur le Président, c'est qu'aujourd'hui, la différence qu'on devrait savoir pour ceux qui sont à la maison, de GED à l'UNPC. Parce qu'aujourd'hui, dans la compréhension générique, GED s'occupe de journalistes, INPC s'occupe de journalistes, la différence, mais aussi quand vous faites des plaidoyers, vous faites dans vos mots d'action, vous opérez et que ça ne tient pas. Est-ce que GED a un autre mécanisme qu'il peut utiliser pour obtenir gain de cause sur une situation, sur une lutte, par exemple de la détention, de fermeture illégale de médias ou d'un autre problème de liberticide tel que vous l'aviez évoqué? Ah bon, d'abord pour simplifier, expliquer très rapidement la différence. Ça veut dire, d'abord, nous sommes tous des associations, des organisations qui opèrent dans le secteur des médias, à la seule petite différence que GED
s'occupe beaucoup plus des attaques, des atteintes qui sont portées contre les journalistes, alors que l'UNPC, notamment à travers ses commissions de discipline, devrait beaucoup plus s'occuper de la sanction, des dérapages que des journalistes commettent aussi dans l'exercice de leur travail. Parce que ça existe aussi que des journalistes commettent des fautes éthiques et déontologiques, et à ce moment-là, l'UNPC s'en occupe. Au-delà du fait qu'eux aussi, effectivement, ils défendent la liberté de la presse, mais ils ont une spécificité à travers notamment leur commission d'éthique et de discipline, de pouvoir rappeler les professionnels des médias parfois à l'ordre lorsqu'ils quittent la route, lorsqu'ils ne respectent pas leur code d'éthique et de déontologie. Mais sinon, nous tous, nous sommes ensemble. Maintenant, comment nous faisons pour obtenir peut-être la libération d'un journaliste ou l'ouverture... Oui, si vous arrivez d'obtenir la libération d'un journaliste et que vous ne l'obteniez pas, ça sera quoi l'autre vitesse supérieure à laquelle l'IGED peut faire recours? D'abord, notre principal moyen d'action, comme je l'ai dit, c'est d'abord la sensibilisation. Okay. La sensibilisation, la dénonciation et la sensibilisation à travers les médias. Nous commençons d'abord par porter l'information, par dénoncer, et puis rappeler finalement ces engagements. Mais nous sommes ce qu'on appelle un peu un groupe de pression pour obtenir effectivement que ce qu'on considère comme atteinte à la liberté de l'information puisse cesser. Okay. Et nous le faisons peut-être officiellement en interpellant les personnes ou les services qui sont concernés, mais aussi en essayant de développer parfois certaines relations interpersonnelles, une sorte de diplomatie de coulisses avec les responsables. Mais le mode d'adhésion, il est comment? Parce qu'aujourd'hui, l'incompatibilité fonctionnelle qui peut exister du journaliste qui adhère au GED et du journaliste qui adhère à l'UNPC, faut-il... La différence, c'est que GED n'est pas un syndicat de journalistes. L'UNPC, c'est un syndicat, et comme tout syndicat, il doit avoir des membres. Et les membres doivent pouvoir adhérer. Donc GED n'a pas besoin de membres? Non. Nous sommes une ASBEL, mais une organisation privée qui milite, qui défend une cause. Donc on n'a pas besoin d'adhésion. On n'a pas besoin d'adhésion, nous défendons les journalistes indistinctement, que vous soyez de la radio, de la télévision, et tout ça. Il suffit simplement, nous, que vous soyez inquiétés parce que vous avez exercé votre travail. Seulement, nous intervenons. Nous n'avons pas besoin pour cela que le journaliste soit membre de GED. Voilà, c'est ça la différence. Est-ce que GED a été créé par vous-même ou déjà vous l'aviez trouvé, créé? Il y a plus de 20 ans que nous avons créé, moi avec deux autres amis. C'est complètement, totalement une organisation congolaise, créée par des journalistes congolais, dont moi, et au lendemain de l'avènement de l'AFDEL. GED a été créé au mois de novembre 1998. C'est donc quelques mois après l'arrivée de l'AFDEL, avec Mouzé, et nous sommes des journalistes et nous avions constaté que malgré le fait que l'AFDEL était venu sous le label de la libération, n'est-ce pas? Nous avons constaté aussitôt qu'ils se sont installés, il y a une sorte de répression, de confiscation des libertés, toutes les activités, de récolte de ce dérapage. Les activités des partis politiques étaient suspendues, les syndicats, etc., y compris les journalistes qui diffusaient parfois des informations étaient pourchassés. Donc, c'est à ce moment-là que nous avons décidé de créer cette organisation pour faire en sorte que tous les cas d'atteinte, tous les cas d'attaque contre les journalistes, et qui n'étaient pas connus à l'époque, puissent effectivement être connus de l'opinion. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous tendons vers la fin. C'était un petit entretien d'interface parce qu'on aura suffisamment une émission sur l'ensemble des missions reconnues au GED, le limitation, le mode d'attribution, le mode de coopération avec d'autres institutions. On aura toute une émission à développer. Mais la relation qu'a GED vis-à-vis des autres institutions de la République. Si aujourd'hui, par exemple, vous voulez faire dans le cadre de vos plaidoyers, vous l'aviez si bien dit, le relation que vous avez avec d'autres, parce qu'on a comme impression que GED est beaucoup plus au niveau des organismes et au niveau des institutions du pays, c'est comme si vous n'êtes pas beaucoup intéressé. GED est beaucoup plus au niveau, c'est comme je voulais vous faire une révélation, que l'article qui a été publié sur mon arrestation a été
pratiquement récupéré par plusieurs médias au niveau international. Mais au niveau national, ici, c'est comme si JED n'est pas dans de très bonnes relations avec les institutions. C'est quoi votre lecture? Non, je vais vous dire, pas plus que hier. Si vous avez suivi les médias, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le nouveau ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour la énième fois depuis qu'il est là, qui nous a reçus. C'était au lendemain de la conférence de presse que nous avons tenue, je crois, lundi, pour parler, ou dénoncer en tout cas, la dégradation de la situation sécuritaire des journalistes, particulièrement à l'est du pays, dans les provinces qui sont sous état de siège. Nous avons donné une conférence de presse parce que, depuis l'état de siège, il y a eu au moins 3 journalistes qui ont été assassinés en 3 mois. Et qu'il y a eu... C'est quand même trop. Oui. 3 journalistes en 3 mois, ça veut dire au moins un journaliste chaque mois. Une moyenne. Et donc, nous avons déploré le fait qu'il n'y a pas eu, malgré nos demandes, nos pressions, il n'y a pas eu une seule commission d'enquête qui a été mise en place pour pouvoir élucider les circonstances de ces assassinats, alors que le Premier ministre venait d'effectuer une mission d'évaluation dans ces 2 provinces. Et donc, notre message, c'était de dire, il faut que le gouvernement puisse briser ce mur de silence et qu'on puisse mettre sur pied un mécanisme, n'est-ce pas, un mécanisme d'alerte, de prévention, de protection des journalistes. Et nous pensons que ce mécanisme doit pouvoir comporter des représentants des différentes institutions et services qui sont impliqués dans le travail des médias. Et c'est de ça qu'on est allé parler avec le ministre, pour voir la faisabilité de ce mécanisme. J'expliquais ce mécanisme et le ministre, il était tout à fait réceptif, c'est-à-dire sur pied, c'est-à-dire ça sera non seulement un cadre de concertation entre nous et les autres organisations, les organismes, notamment le ministère de l'Information, le ministère de l'Intérieur et de la Justice, mais nous aurons dans tous ces services, y compris les services de sécurité, la police, nous devions pouvoir avoir des points focaux. Ça veut dire des personnes dédiées, des interfaces avec lesquelles nous pouvons pouvoir traiter en cas de problème. C'est-à-dire, comme vous aviez eu des difficultés, nous devions pouvoir savoir au niveau de l'état-major, peut-être si vous avez été détenu dans un camp militaire, au niveau de l'état-major, quelle est la personne que nous pouvons contacter pour tout ça. Donc, très bien. Donc il y a cette collaboration, je pense que... C'est pour vous fournir un peu le source d'information. Oui, c'est parce que, non, pas seulement résoudre la source d'information, mais pour pouvoir régler les problèmes. Comme je vous dis, les questions qui concernent la sécurité des journalistes relèvent de la responsabilité du gouvernement et du pouvoir public. Ce n'est pas à JED d'assurer la sécurité des journalistes. Nous n'avons pas de moyens pour pouvoir le faire. Et donc nous devons pouvoir compter sur le gouvernement. À l'État. Oui, à l'État pour assurer la sécurité des journalistes. Monsieur le Président, il y a des petites questions. Si je ne les pose pas, ça va être injuste. Ce sont des questions qui concernent directement votre travail. C'est vrai, vous faites un grand travail, vous communiquez ces derniers temps de moins en moins. L'engouement que nous avions vu dans JED, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans passés, de l'époque de Joseph Kabila, et l'engouement de JED aujourd'hui, c'est comme si JED n'existait presque plus à l'époque de Félix Tshisekedi qu'à l'époque de Kabila. 2 petites questions dessus. C'est comme si, hein. Je retiens ce que vous dites. C'est comme ça que je pose la question. Donc c'est comme si c'est une impression. Je ne fais pas des affirmations. Oui, c'est juste une impression. Oui, parce que JED était très présent dans tous les cas. À l'époque de Kabila, à l'époque de Félix Tshisekedi, JED s'exprime, c'est vrai, mais circonstanciellement. Trop de diplomatie. Mais on pose la question. Vous aviez recensé des bavures, de dérapages, de violations, des actes de liberticide, de démocraticide dans le chef des acteurs, les atteintes même des droits de journalistes à l'époque de Kabila, à l'époque du président Félix Tshisekedi aussi. Quel est le régime qui a le plus de cas de violation des droits de l'homme, le régime qui se distingue le plus dans les violations des droits des journalistes? Ben, écoutez, de manière générale, je dois vous dire que la situation de la liberté de la presse dans notre pays demeure très précaire. Que ce soit de l'époque du président Kabila ou avec l'avènement du président Tshisekedi. Mais nous avons dû saluer le discours d'ouverture du nouveau président. Déjà, vous savez, dès son avènement, dans son discours d'investiture, il avait clairement dit qu'il s'engageait à
promouvoir la presse et les médias pour qu'ils puissent jouer leur rôle de quatrième pouvoir. C'était un discours d'ouverture. C'est un engagement qu'il a pris et que nous avons salué. Cet engagement est respecté? Nous avons salué cet engagement. Malheureusement, plus de 2 ans après, nous avons constaté que c'est resté au niveau des discours. Et qu'il n'y a pas eu d'actes concrets qui ont suivi dans le sens de renforcer la liberté de la presse ou de renforcer la sécurité des journalistes. Avec comme conséquence qu'effectivement, nous continuons, comme par le passé, à déplorer des bavures, des cas d'atteinte, des arrestations, des emprisonnements. Il n'y a pas assez de changements, de différences. Il y a eu une petite période de détente, les mois qui ont suivi, n'est-ce pas, l'avènement du nouveau président, et puis là, c'est en train de s'emballer. Comme je vous dis, la situation est en train de se dégrader, et pas seulement à l'est du pays. Si je vous dis les statistiques que nous avons l'année dernière, c'est-à-dire nous avons terminé l'année 2020 avec 116 cas. Sur l'ensemble. 116 cas que nous avions documentés, des atteintes diverses à la liberté de la presse. Mais depuis la publication de ce rapport, ça veut dire le 2 novembre dernier, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes déjà à plus de 90 cas. À plus de 90 cas. Et donc nous devons présenter notre rapport dans 2 ou 3 mois au mois de novembre. Et j'ai dit, si la tendance actuelle se poursuit, nous risquons non seulement... de retomber dans le même statistique de l'ancien régime. Et même de dépasser les dépasser. Et c'est ça que nous disons que s'il n'y a pas de mesures concrètes, s'il n'y a pas des actes concrets en termes de sensibilisation, notamment des forces de sécurité pour le respect du travail de journalistes, s'il n'y a pas des sanctions contre des personnes, souvent d'ailleurs identifiables, des personnes qui sont détentrices d'une certaine parcelle d'autorité, n'est-ce pas, politique ou militaire, qui s'en prennent aux journalistes. S'il n'y a pas des sanctions et que ces gens peuvent se permettre de s'en prendre à un journaliste ou à un média et qui ne sont pas inquiétés, évidemment, cette culture d'impunité entretient l'insécurité pour les journalistes et donc ça va continuer. Vous devez aussi avoir la culture de la civilisation des journalistes. Il est vrai pour la part de l'État, il y a beaucoup de dérapages, il y a beaucoup de ratés, vous l'aviez déploré. Ça continue, cette dictature, ces arrestations arbitraires, si vous allez dans les lieux de détention, quand le journaliste est arrêté, c'est pratiquement comme un petit voleur, mais vous devez aussi créer les cadres de concertation et de formation des journalistes pour une remise à niveau, parce qu'il y a aussi du n'importe quoi dans le milieu des journalistes. Ben écoutez, si vous suivez de près nos activités, je pense que... Oui, mais il faut commencer à inviter CML 13 de temps en temps. Oui, tout à fait. Je pense que c'est parmi les activités, c'est parmi nos préoccupations. Ça veut dire, nous ne défendons pas seulement les journalistes pour le plaisir de le faire. Il faut les encadrer aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si nous défendons davantage les attaques qui sont portées contre les journalistes, vous avez l'Union nationale de la presse du Congo et d'autres organisations qui, de temps en temps aussi, essayent de rappeler les journalistes. Mais qui considérez-vous comme journaliste d'abord? Eh bien écoutez, ça c'est la question. Je considère que vous, devant moi, vous êtes un journaliste. Oui, mais monsieur le président, moi je suis journaliste. Si vous j'ai besoin de ceux qui sont à la maison comprennent. Si vous voulez que je vous fasse une définition. Non, pas une définition sémantique ou lexicale. Oui. Mais une définition textuelle. J'aide, quand il parle de journalistes, il fait allusion à quoi? À des acteurs de médias dont le travail essentiel consiste à chercher, à diffuser des éléments de connaissance qui permettent d'entretenir le débat démocratique dans un pays sous forme d'information. Donc, quand un mécanicien se lève, il prend les informations au coin de l'avenue. Je ne parle pas de mécanicien, j'ai dit un acteur de médias, oui. Dont le travail. Oui, mais quand je parle des acteurs de médias là, monsieur le président, je voulais savoir, quand vous parlez des acteurs de médias, c'est qui un acteur de médias? Il y a des journalistes d'abord qui sont principalement ceux qui travaillent dans les organes de presse et dont la mission principale, c'est-à-dire le travail pour lequel ils sont payés, pour lequel avec lequel ils vivent, c'est chercher des informations et les diffuser au travers des médias. Et qui tirent, comme on dit dans la définition, qui vivent de ce travail-là. Pas des gens qui se lèvent un matin dans les réseaux sociaux et publient une information. C'est pas ça des journalistes. C'est-à-dire, la définition, c'est celle-là. Mais maintenant, il ne suffit pas de donner cette définition. Concrètement, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, c'est une grande question qui va faire l'objet
n'est-ce pas, des débats au niveau des États généraux que nous sommes en train de préparer, qui vont venir bientôt. Peut-être on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Oui, on va en parler à notre prochaine. Oui, c'est comme c'est le plus grand rendez-vous. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore une définition concrète d'un journaliste au Congo. Si, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Nous savons, nous, vous aussi, nous savons qui est journaliste. Mais les gens à la maison ne savent pas. Oui, mais nous savons qui est journaliste. Les gens à la maison ne savent pas. Non, mais non, ils savent. Ils savent aussi, à travers le travail que fait le journaliste, ils savent faire la différence. Parce qu'ils arrivent à nous dire parfois, tel est un bon journaliste, tel l'est pas. Sur base de quoi ils le disent. Mais donc ils ont aussi... C'est sur base des tendances aussi. Vous savez, quand aujourd'hui vous critiquez le régime, on vous dit c'est un faux journaliste. Ou soit vous critiquez Fayoulou, on vous dit vous êtes faux journaliste. C'est-à-dire que les gens de Fayoulou s'arrangent pour contester la qualité des journalistes, de ceux qui ne partagent pas forcément la manière de faire la manière de faire des Voilà, je vous ai dit à l'introduction, quand j'étais en train de donner mes impressions sur, allez-y, Monsieur le Président. Sur ce que j'ai vu ici, je disais que la presse congolaise, malheureusement, est dans une sorte de rupture de contrat de confiance. Très bien. Aujourd'hui, majoritairement, avec son public, des auditeurs, des téléspectateurs et même des lecteurs. Pourquoi? Parce que beaucoup de journalistes, beaucoup de nos confrères, sciemment et consciemment, ont quitté le terrain de l'information pour investir dans celui de la politique, dans celui de la polémique et parfois... Mais parce que les journalistes ne payent pas. Il n'y a pas de salaire concret et puis reconnu pour les journalistes. Et puis vous ne militez pas pour ça. Je sais que beaucoup de journalistes travaillent dans des conditions de précarité, n'est-ce pas, qui est dû, n'est-ce pas, à l'environnement dans lequel vous êtes un entrepreneur. Je suis admiratif de l'investissement que vous avez fait ici. Mais je pense que on ne peut pas parler de la liberté de la presse et de l'information avec des journalistes pauvres, avec des journalistes corrompus. Et j'ai souvent dit que le premier garant de la liberté et de l'indépendance du journaliste, c'est son employeur, qui doit lui garantir un minimum de conditions... Du survie. Oui, qui le mettent à l'abri de la manipulation, même de la corruption, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, dans notre profession, il y a ce qu'on appelle une corruption rampante, qu'on appelle coupage, mais c'est de la corruption, qui fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, des journalistes, au lieu de se mettre au service de l'information, ils se mettent au service du coupage. Ça veut dire quoi? Ils se mettent sous la coupe des gens qui peuvent leur permettre de continuer à survivre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai aimé votre sincérité, votre manière d'échanger, de discuter, de répondre aux questions. Mais vous avez une question, une dernière question, vous allez regarder les caméras. C'est un exercice qui peut paraître un peu difficile, mais bon, je sais que j'aime pas beaucoup les exercices difficiles. Si je n'ai pas de réponse, je ne vais pas y répondre. Non, ce n'est pas difficile, ce n'est pas difficile. Allez-y. Le président Tchevis regarde les caméras à la maison. C'est laquelle? C'est celle-là? Celle-ci. Oui. Vous regardez le journaliste au Congo. Vous choisissez des journalistes. Vous vous dites, si on peut avoir deux journalistes, ces deux journalistes que vous connaissez, on peut avoir tous les journalistes de ces modèles, les médias au Congo peuvent arrêter d'être piètres et qui constituent le modèle. Selon GED, il s'est dit, tel journaliste, c'est un modèle pour la société. En dehors des moments, il faut m'enlever parce que c'est moi qui pose des questions. Non, c'est vraiment une question piège. Je t'ai dit... Je peux reformuler la question. Non, j'ai très bien compris. J'ai très bien compris. C'est que j'ai dit simplement... moi, parce que vous devez avoir le repère, attendez, vous, en tant qu'organisation, il y a quand même des repères de la société. Je vous dis sincèrement, moi-même je suis journaliste depuis de formation. De formation et de profession. J'ai exercé pendant plusieurs années, une vingtaine d'années. Donc, j'ai beaucoup de respect, de considération pour des confrères. Et donc, moi, je dis que je n'ai aucune légitimité aujourd'hui pour dire qui est bon journaliste, qui ne l'est pas. Les bons et les mauvais, ils se connaissent. Et je pense que je ne veux pas, moi, ici, citer des noms tels, tout ça. Je pense que, de manière générale, et il faut le reconnaître, que travaillant dans des conditions difficiles, il y a quand même des journalistes qui essayent de rester professionnels sur le plan éthique, sur le déontologique. Et cela, je pense que c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que c'est pour ces journalistes-là professionnels, ceux qui se mettre au service de l'information, ceux qui prennent des risques pour pouvoir faire ce travail dans des conditions
difficiles que nous connaissons, et cela mérite notre appui et Très nos bien. encouragements. Je voulais reformuler la question de savoir, Monsieur le Président, si j'ai dans un prix, je vais changer de la question. Si j'ai dans un prix, il va donner à 2 journalistes un prix d'honneur. Ça se passe, hein? Ça arrive. Vous regardez les journalistes à Kinshasa, parce que ça va être déshonorant pour les journalistes de Kinshasa que nous sommes, qu'on n'ait pas des confrères qui peuvent mériter les prix des GED en dehors de moi. C'est moi qui pose des questions. 2, si vous avez des prix à donner, vous dites non. On ne dit pas que les autres ne sont pas meilleurs. Mais ces 2-là, si on leur donne les prix, ça peut faciliter quand même à être modèle pour la société. Ce prix-là, moi, je le donnerais plutôt à titre posthume à des journalistes qui... les vivants, président. Non, à des journalistes qui ont risqué, peut-être qui ont été tués à cause de leur travail. Non, j'ai dit les vivants. Tout ça. Ben, encore une fois, vous revenez, je pense que 2, non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous voulez que je mette combien? Comment? Vous voulez que je mette combien? Les journalistes? Ouais. J'ai vu le président de, je crois, de l'UNPC, quelque chose comme ça, c'est parce que c'est eux qui ont les répertoires des journalistes. Il disait qu'il y avait plus de 3500 journalistes. Non, ça c'est l'effectif, Monsieur le Président. Mais le prix, vous n'allez pas donner à tout le monde. Mais jusque-là, j'aide n'accorde pas de prix, malheureusement. Et si je vous proposais Je vous proposais de donner des prix. Je vous en donnerai, à vous. Non, pas moi. J'ai dit les autres confrères, parce que moi, je vais les admirer. De donner les prix aux 2 autres confrères, oui, si je vous proposais. Ben, on verra à ce moment-là. Vous voyez bien que... Pas facile à avoir, je sais si tu vois dire. Merci d'avoir répondu à notre entretien. Juste parce que, comme je vous ai dit, je crois que j'aime pas donner dans la polémique. Moi, Mais quelle est la société qui n'a pas de repères? Vous savez, quand vous allez en France, vous posez des meilleurs journalistes, on vous répond tout de suite. Hein. Non, ça ne sont pas des polémiques. Mais qui répond? C'est une admiration. Qui répond? Ça dépend de celui à qui on pose la question. Donc, c'est-à-dire, même sur cette question-là, on ne peut pas faire l'unanimité. C'est-à-dire, c'est toujours... Chacun a un point de vue à émettre et tout ça. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Cette émission est terminée. Interface de séjour recevez pour vous. Chivis Chivoadi, il est le président de GED, journaliste à danger, une structure qui défend le droit des journalistes d'abord et qui défend le journaliste en difficulté. Il faut être en contact avec lui, c'est un homme très dynamique. Il travaille avec ses frères de l'INPC de manière à ce que les journalistes à Kinshasa soient protégés comme en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été les nôtres. La prochaine invitation, ça sera pour élargir un peu le champ de ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des GED. Nous vous disons merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie et vous souhaite tous les meilleurs pour l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon vent à vous et à votre nouveau média. Amen. Que Dieu vous écoute. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien, mesdames, messieurs. Au revoir.